l'inspection générale reçoit cet événement à sa juste mesure. L'inspection générale est toujours d'ailleurs associée à cet événement. Voici 29 éditions, c'est la 29e édition d'Expolangue. Enfin, pour la première fois, c'est la langue arabe qui est l'invité de cet événement. Il était temps qu'il en soit ainsi. Et je dois dire que ceci a été possible et rendu possible par l'engagement de l'Alexo, l'Alexo étant l'UNESCO, si je puis dire, de la Ligue arabe, de son engagement et de l'engagement de son directeur général, M. Benrachour, à qui je tiens à rendre hommage et qui s'est porté candidate pour être le partenaire de cet événement et pour faire que cette langue soit dans le pavillon d'honneur central, ce qui représentait une organisation très complexe. Et l'Alexo s'est porté candidate avec l'Institut du monde arabe, que par ailleurs, dont j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration. Et à deux, nous avons réussi à produire cet événement qui est considérable. Parce qu'enfin, cette langue est une des grandes langues de la mondialisation. Il était bon qu'elle soit honorée à un moment ou à un autre par ce salon. D'abord, je porte un regard très attentif et très sympathique à ce qui se fait sous l'égide de l'AEFE. Je dois rappeler que la directrice de l'AEFE, Mme Descôtes, vient de signaler l'essor et l'expansion de cet enseignement dans un réseau qui est en expansion. Et ça représente, pour ce qui est de l'arabe seulement, des effectifs de 108 000 élèves, ce qui est considérable. Je voudrais signaler que ce réseau français d'enseignement à l'étranger est de loin celui qui a les plus nombreux effectifs en arabe, puisque les effectifs d'enseignement de l'arabe dans nos établissements français en France sont aux alentours de 7 000 élèves, ce qui est extrêmement peu par rapport à ce qui se passe dans le réseau. Donc, d'une certaine manière, notre enseignement de l'arabe se porte bien dans le réseau à l'étranger, et d'une certaine manière, c'est le fer de lance de notre enseignement. Ce qui se fait dans ce réseau est porteur pour nous tous. Je voudrais dire aussi qu'il n'échappe à personne que c'est dans ce réseau que se forment des élites intellectuelles, des élites économiques, des élites à terme politiques des pays dans lesquels ce réseau est implanté. Et il est magnifique que nous contribuions à former ces élites, y compris intellectuelles et culturelles, dans cette vision de biculturalisme, de bilinguisme, dans des conditions de grande convergence d'esprit entre l'enseignement français et l'enseignement de l'arabe lui-même, qui est enseigné dans ce cadre-là et avec une perspective d'enseignement français qui le met dans une perspective différente de l'enseignement de l'arabe dans le système de l'éducation des pays arabes eux-mêmes. Et tout ceci est extrêmement dynamique et extrêmement intéressant. C'est bien l'enjeu actuellement d'essayer de trouver une convergence sur la politique des langues et sur l'enseignement des langues. Ce n'est pas des grands mots, c'est vraiment, ça doit aller vers des didactiques communes ou convergentes, des pédagogies convergentes. Il serait inimaginable que, par exemple, l'enseignement du français et de l'arabe se tourne le dos. Mais on peut en dire autant de l'ensemble des langues. Même si elles n'ont pas toutes le même statut, il y a des langues qui ont un statut de langue d'enseignement, c'est le cas du français par exemple, ou d'autres qui ont un statut de langue étrangère. Mais le français et l'arabe, dans ce réseau d'établissements français en pays arabes, ont un statut très fort. L'une, l'arabe, est la langue du pays d'accueil, et non seulement d'accueil, mais le pays dans lequel les élèves sont amenés à poursuivre leur destin d'une manière ou d'une autre, et le français est une langue d'enseignement. Donc il y a deux langues qui sont en rapport très étroit entre elles, et un rapport privilégié. Mais d'autres langues également, comme l'anglais ou l'espagnol ou d'autres, peuvent entrer dans cette relation. Mais en ce qui concerne la relation entre le français et l'arabe, qui toutes deux ont un statut très privilégié dans ce réseau, nous avons tout intérêt à avoir des regards croisés, convergents, des didactiques convergentes. Tout l'effort qui doit être celui de l'agence et auquel je crois avoir contribué, auquel je contribuerai encore, c'est d'amener à des travaux communs entre l'enseignement
en français et l'enseignement en arabe, à des travaux communs, à des travaux de binôme, d'enseignement en binôme. Par exemple, dans l'élémentaire, il est bon que les instituteurs pour l'arabe et le français travaillent en binôme, très étroitement. C'est souvent le cas. C'est à encourager, bien évidemment. Je pense aux sections internationales. Dans les sections internationales, l'histoire et géographie est enseignée pour moitié en arabe et pour moitié en français. Cela appelle de la part des professeurs d'histoire et géographie, qui sont deux, l'un pour l'arabe et l'autre pour le français, qui sont deux, ils doivent travailler ensemble très étroitement. Mais également, le professeur de français et d'arabe devrait faire œuvre commune pour pouvoir avoir des regards croisés sur les œuvres, sur les méthodologies, sur les questions de langue également. Nous aurions tout à y gagner et nous pouvons parler peut-être d'une ambition française des enseignements, c'est-à-dire d'une ambition d'un regard universaliste sur les disciplines et non pas segmenté chacun chez soi. C'est une vision qui est très propre à l'enseignement français, d'avoir encore une fois une visée universaliste. C'est l'évidence, le monde arabe est en train d'occuper une place de plus en plus importante dans le jeu mondial. Les événements de l'extrême actualité nous montrent à quel point ce monde est en mouvement et est un acteur majeur du monde. La langue arabe est une des grandes langues de mondialisation, avec l'anglais, l'espagnol, le chinois. Ce sont des grandes langues de mondialisation. Donc il faudrait être aveugle ou sourd pour ne pas en tirer les conséquences. Il est heureux que les jeunes s'intéressent. Alors eux-mêmes, s'ils sont dans les pays arabes, il est évidemment heureux qu'ils s'intéressent à la langue des pays dans lesquels ils ont partie liée, dans lesquels ils ont un destin à accomplir. Et les étrangers, c'est pareil. Les enfants étrangers tiers ou français qui sont dans ces établissements français en pays arabes ont tout à gagner à profiter du temps qu'ils passent dans le pays qui peut être d'accueil de manière momentanée ou plus durable. Ils ont tout intérêt à profiter de cette expérience. Pour eux, c'est un acquis qui est irremplaçable. Beaucoup d'arabisants sont issus également de cette expérience justement à l'étranger dans nos établissements et sont devenus ensuite de grands arabisants. Mais sans devenir de grands arabisants, tout simplement, nous voyons bien, et nous avons ici à Expoland quelques ateliers encore aujourd'hui sur les enjeux économiques de l'enseignement de cette langue. On a tout intérêt à développer cet enseignement et les jeunes qui sont, qui connaissent les enjeux du monde et qui les perçoivent intuitivement, savent bien que c'est de ce côté-là aussi qu'il faut aller. L'apprentissage des langues en général, l'arabe en particulier, et lorsqu'on est soi-même ressortissant d'un pays arabe, il serait suicidaire de ne pas investir lourdement de ce côté-là. Parce qu'il y aurait un danger de la part de certains jeunes de pays arabes qui pourraient être enfants de familles de tradition très francophones et qui pourraient être, par tradition familiale, tentés de considérer que le français est une langue prioritaire, de même que l'anglais, et que l'arabe pourrait être éventuellement une langue secondaire. Il y aurait un grand danger, parce qu'il ne faudrait pas que cette jeunesse, finalement, se prive d'une formation essentielle pour son avenir. Il ne faudrait pas que cette jeunesse que nous formons puisse penser que l'arabe est une affaire secondaire et d'une certaine manière ne se dote pas des outils de la meilleure insertion possible dans la société dont ils sont les enfants. C'est un enjeu très important pour l'avenir. D'abord, je me réjouis que cet événement ait lieu. J'espère bien pouvoir y participer puisqu'après tout j'y étais convié et je ferai l'impossible pour en être. Ça me réjouit beaucoup parce que c'est à l'initiative des parents d'élèves que cet événement a lieu. Et au fond, ce que je voudrais dire maintenant, mais c'est ce que je dirais avec les parents d'élèves, c'est que c'est magnifique que les parents d'élèves se saisissent de cette question. Qu'ils se saisissent de cette question, qu'ils posent bien les termes de l'enjeu dont je viens de parler
à l'instant, et que l'ensemble des parents d'élèves de l'ensemble des pays du réseau se retrouvent à Casablanca pour parler de la question, pour pour encore une fois tracer les enjeux du problème, et puis aussi peut-être aider à réfléchir aux questions de pédagogie que ça suppose, et pour l'arabe peut-être tracer les voies de l'avenir. Cette langue n'est pas une langue du passé, elle a un passé prestigieux, évidemment, et avec lequel il n'est pas question de rompre. Mais d'abord, ce n'est pas une langue seulement du passé, c'est une langue de l'avenir, de même que ce n'est pas une langue du fait religieux. La langue arabe n'est pas la propriété de telle ou telle religion. La langue arabe, dans l'histoire, a été le vecteur aussi bien des chrétiens que des juifs qui ont écrit en arabe et qui ont été de grands savants ou de grands théologiens juifs et chrétiens en arabe également. Ce n'est pas, cette langue et cette culture ne sont la propriété ni d'une religion, ni d'un groupe humain particulier. C'est une langue universelle et porteuse d'avenir. Et d'avenir, je dis bien. Donc, encore une fois, ça a été exposé dans différentes tables rondes à l'occasion de ces magnifiques États généraux. Et je pense que ce serait bien que ces États généraux de Casablanca soient l'occasion pour les parents de se dire tout ça. De se dire tout ça, et que cette rencontre soit l'occasion d'une conversation commune, qu'on puisse bien formuler les enjeux, formuler les lignes d'avenir que nous avons devant nous pour construire encore une fois des générations d'élèves qui seront des élites dont ces pays ont besoin. Et ces élites ne peuvent pas être déculturées de la culture de leur pays. Au contraire, ces élites seront éclairées, éclairantes, si elles peuvent mettre en communication cette culture arabe avec la culture française et les cultures du monde, anglaises aussi, et les autres cultures du monde. Que ces élites de nos établissements français à l'étranger soient des élites interculturelles, de passeurs de civilisation. C'est ça l'enjeu de notre réseau français à l'étranger.